is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce talk des chroniques d'Alira. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. On a le retour de Gaëtan. Wouhou Et tout le monde. Pour celles et ceux à qui il avait manqué, c'est-à-dire tout le monde. Aujourd'hui, on accueille également Paul-Louis. Salut Paul-Louis. Rismouze. Salut. Allez, on s'appelle comment? Rismouze, Paul-Louis? Comme vous voulez, c'est vous qui décidez. Ah, mais c'est toi qui décides, c'est ton blaze. Hein. Est-ce que tu veux te présenter en une minute, Rismouze? Ouais, donc je fais du rap, je suis rappeur depuis quelques années. Je suis aussi détenteur d'un diplôme de chez Alira en tant que développeur. Donc, Nos anciens talents. Exactement. Donc voilà, je suis disponible sur toutes les plateformes si vous voulez me voir. Rismouze, R-I-S-M-O-U-Z. Voilà. Trop bien. Alors il y a quelqu'un qui tape au clavier, je ne sais pas qui c'est, mais on l'entend bien, quoi. Et on a nos chroniqueurs habituels, Cyril et Virgile. Est-ce que vous voulez vous présenter aussi, Cyril et Virgile, en quelques mots? Ouais, allez, je suis le formateur des développeurs blockchain depuis 2 ans, un peu plus. Salut tout le monde, moi c'est Virgile, donc rédacteur de la newsletter et d'autres posts. Trop bien. Et moi, Jérémy Wauquiez, je suis le président et fondateur d'Alira. Et il y a Gaëtan aussi d'ailleurs. On a pas présenté Gaëtan, c'est vrai qu'on a fait comme si on l'a acclamé, on l'a présenté Gaëtan en quelques mots. Ravi de tous vous retrouver. Donc moi je suis formateur de la formation consulting blockchain chez Alira et de la formation finance décentralisée. Yes. Et bonjour à tous dans le chat. En tout cas, ça nous fait bien plaisir de vous voir. On voit qu'il y a les habitués. Il y a quelques nouveaux aussi. Je vois des têtes que je ne connaissais pas avant. Donc ça fait plaisir de voir les anciens et les nouveaux. Aujourd'hui, on va commencer par... Aujourd'hui, on est à, je pense, 1 jour, 2 jours peut-être, entre 1 et 2 jours du prochain halving. Je pense qu'il est dans la nuit de vendredi à samedi, le halving de mémoire, vers 3h du matin. Donc on est tout proche du halving de Bitcoin, donc on va faire une émission spéciale Bitcoin halving parce que voilà, on vous parlera un petit peu d'IA et c'est notamment pour ça qu'on a invité Rismouze pour vous parler de la génération de musique donc on parlera un peu d'IA également. Mais commençons par Bitcoin. Moi je voulais commencer par vous faire un petit comment dirais-je, une fois n'est pas coutume, un cahier de lecture d'un bouquin que j'ai lu récemment et qui m'a bien marqué, qui s'appelle The Bitcoin Standard, alors qui a été traduit récemment comme étant l'étalon Bitcoin de mémoire en français. Vous pouvez le trouver sur toutes vos librairies favorites, mais je vous montre un peu à quoi ressemble la couverture. Tac. Ah non, c'est où? C'est là. Partager l'écran. Hop là. Voilà, The Bitcoin Standard,
qui est un livre qui m'a vraiment. Ça fait longtemps que je connais Bitcoin, que je travaille dans le secteur, etc. Mais je pense que ce livre, c'est vraiment un must-read. Et notamment, ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, il parle assez peu de Bitcoin. Je pense que les 3/4 du bouquin parlent d'économie, de manière de construire de la monnaie, et il parle en fait pas vraiment de Bitcoin. Alors c'est un bouquin qui a été écrit par Seyfeddin Amous, je ne sais pas si je le prononce correctement, et j'avais envie de pouvoir vous en parler un petit peu aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui m'a marqué? Hop, je reprends mes notes. Qu'est-ce qui m'a marqué dans ce bouquin? Il date de quand le bouquin, juste, Jérémy? C'est intéressant d'avoir la date de. Ouais, alors effectivement, c'est une bonne question. Le bouquin date de 2018. Ok. Donc, il est sorti, enfin, ça fait quelques années et en fait, il a très très bien vieilli. C'est ce qui m'a le plus marqué, c'est que j'avais l'impression de lire un truc qui avait été écrit il y a quelques jours, quoi. Alors, on sent bien que c'est pas tout à fait quelques jours, mais néanmoins, c'est assez récent. Alors, pourquoi j'ai aimé ce bouquin? J'ai aimé ce bouquin parce qu'en fait, il ne nous parle pas de Bitcoin. L'essentiel du bouquin ne nous parle pas de Bitcoin. Il nous parle de la manière dont les êtres humains échangent de la valeur et dont les êtres humains font pour choisir qu'un objet devient de la monnaie dans la société. Et ceux qui me connaissent depuis un peu longtemps savent que c'est un sujet qui me passionne. Donc le bouquin commence par parler de toutes les technologies qu'on a utilisées pour faire de la monnaie à travers l'histoire. Vous savez que sur certaines îles, c'est les îles de Yap de mémoire, on utilisait des rochers percés avec un trou au milieu. Les kaoni. Pardon? Ça s'appelle les kaoni. Voilà. Exactement, tout à fait. Et qu'on allait chercher sur une île à côté, donc qui était compliqué à acquérir et qui du coup représentait une forme de preuve de travail. C'était compliqué de les produire et on ne pouvait pas les répliquer à l'infini. On a utilisé plein de technologies différentes au cours de l'histoire, évidemment l'or, mais aussi certaines sociétés l'argent. Dans d'autres sociétés, on avait des pierres en verre qui faisaient office de monnaie d'échange. Et en fait, ce que l'auteur analyse, c'est que historiquement, c'est la monnaie qui est la plus dure. Il parle de hardness de la monnaie qui s'impose dans les échanges. Et une monnaie qui est dure, c'est quoi? C'est une monnaie qui est difficile à produire. C'est-à-dire une monnaie dont il est compliqué de rajouter du stock par rapport au stock existant. Et donc, par exemple, vous avez une comparaison entre la production de monnaie sur l'or versus l'argent, ou sur l'argent, c'est plus facile de rajouter la monnaie supplémentaire, là où pour l'or, c'est plus compliqué. Vous avez à peu près 2% d'or nouvellement créé qui existe tous les ans. Et donc, il compare par exemple l'évolution des sociétés qui utilisent l'or comme réserve de valeur versus celles qui utilisent l'argent comme réserve de valeur et comme monnaie. Et il montre comment celles qui utilisent l'or, finalement, finissent par dominer les autres et prendre de la place. Donc ça, c'est le premier truc. Et donc, une fois qu'on a dit tout ça, vous comprenez bien que la conclusion logique, c'est aujourd'hui, la monnaie la plus dure qu'on a sur Terre, en fait, c'est Bitcoin, puisque c'est celle qui présente le stock to ratio, le stock to flow ratio le plus élevé ou le plus faible, dépendant du sens dans lequel on prend, et qui est celle du coup pour laquelle on a de moins en moins de quantité qui est créée par rapport au stock existant. Il parle également de notions que j'ai trouvées vraiment intéressantes sur ce qu'il appelle scalability across time ou across space. Donc c'est la capacité d'une monnaie de pouvoir être vendue à travers le temps ou à travers l'espace. Et il rajoute une troisième notion d'ailleurs qui est la scalability across scales. Et il regarde les différents intérêts et inconvénients des différentes monnaies sur ces trois paramètres en fait. Donc, le scales, c'est quand tu as plus de monnaie, et à quel point c'est pratique? Ouais, donc typiquement l'or, c'est chiant parce que tu es obligé de transporter des trésors. Exactement. Donc across space, c'est à quel point je peux faire des paiements à travers l'espace sans que ce soit un enfer. Donc comme tu l'as dit, l'or c'est sympathique, mais le problème c'est que transporter des cargos d'or c'est un peu chiant. Donc voilà. Across time, c'est le fait de pouvoir garder de la valeur dans le temps. Donc c'est le fait que si j'ai une valeur maintenant, j'aurai encore une valeur dans 50 ans. Juste un instant, je vais couper une fenêtre parce que je crois qu'il y a du bruit autour de moi. Il y a des enfants. Hein. C'est les vacances scolaires. et promis, après la revue de lecture, on passe à un débat. Ça va être bien. Donc ouais, scalability across time, c'est le fait de pouvoir le vendre à travers le temps sans perdre de la valeur dans le temps. Et across scale, à travers les échelles,
c'est le fait de pouvoir effectivement vendre des petits montants ou vendre des très grands montants sans que ce soit un problème. Je crois que la fenêtre est ouverte. Je suis interrompu dans ma revue de lecture par un petit enfant. Donc ça, encore une fois, l'auteur passe l'essentiel du bouquin en fait, à parler d'économie et à parler des critères qui font qu'une monnaie est intéressante. Et je trouve que quand on regarde face à ces critères la manière dont Bitcoin existe, et aussi du coup l'alternative qui est en face, c'est-à-dire la manière dont les fiat existent, on sait que la fiat la plus dure, la plus robuste, c'est en fait le dollar, et c'est une fiat qui augmente de 7% par an à peu près. Donc c'est une augmentation qui est en fait assez rapide, hein, et donc du coup elle a une sellability across time, le fait de pouvoir être vendu à travers le temps qui est pas si bonne, parce qu'à travers le temps, elle perd de la valeur. On se rend compte qu'effectivement, Bitcoin est un très bon candidat pour le faire. Et c'est, à mon sens, le meilleur candidat qui existe aujourd'hui, parce que c'est le candidat qui présente une décentralisation qui est la plus robuste. Et par décentralisation, qu'est-ce qu'on entend ici? On entend le fait que le protocole ne peut être contrôlé par personne. Et ça, pour moi, c'est crucial. Et l'auteur passe un petit moment aussi à analyser les rapports de force entre les différentes groupes qui composent Bitcoin. En gros, il y a 3 groupes. Hein. Il y a ceux qui possèdent du Bitcoin, les holders de Bitcoin, et ceux qui possèdent le matériel, donc les mineurs évidemment, et il y a ceux qui écrivent le code, et ils montrent comment est-ce que les interactions entre ces 3 groupes font qu'on a un protocole qui bouge quasiment pas, qui est très conservateur. Alors il y a eu des petites évolutions ici et là, mais elles sont restées assez cosmétiques, et du coup permet d'avoir un outil qui est stable dans le temps et qui permet aux individus qui l'utilisent de bénéficier des 3 propriétés que j'ai citées tout à l'heure. Voilà, donc moi, si vous n'avez pas déjà lu ce bouquin, vraiment, je vous encourage à aller le consulter, parce que même au niveau économique et tout, il permet de vraiment comprendre ce qui se passe et l'intérêt d'une monnaie comme Bitcoin pour l'humanité. Et du coup, je vous rends le micro. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de tout ça? Ouais, c'est ça. Je vous préviens, si vous lisez Bitcoin standard et Fiat standard, ou Gold Fiat, ou Good Fiat, voilà, les chances de devenir maxi augmentent un petit peu quand même, comme vous l'avez peut-être entendu à mon propos. C'est très visuel. Non, c'est intéressant parce qu'en fait, ça revient à la discussion sur la monnaie qu'on a déjà eue. J'ai pas l'impression que là, ça ait touché tant que ça la décentralisation. Peut-être que je me trompe. Ouais, c'est vrai que je n'ai pas parlé beaucoup de décentralisation, parce que ça faisait déjà 10 minutes de tunnel, je me suis dit que j'allais peut-être m'arrêter. Tu veux en parler un peu? Parce que Ouais, comme carrément. c'est ça le sujet. En fait, vas-y, go. ce que je trouve très puissant dans l'idée de la décentralisation de Bitcoin, c'est le fait d'être resté. J'adore Ethereum pour être passé sur la preuve d'enjeu. J'adore Bitcoin pour être passé sur la preuve de travail, pour être resté sur la preuve de travail. Et je trouve que les deux se complètent très très bien. La preuve de travail sur Bitcoin permet de sortir complètement au niveau économique la stabilité du réseau de la monnaie Bitcoin elle-même. C'est-à-dire que les mineurs sont obligés d'acheter du matériel spécialisé pour faire ça, les fameux ASIC. Et à partir du moment où ils ont fait cet achat, pour rentrer dans leur frais, en gros, c'est entre 4 à 8 ans. Donc c'est du capital qui est immobilisé pendant 4 à 8 ans, qui est en fait indestructible, parce que les machines, une fois qu'elles existent, même si le mineur fait faillite, elles sont transmises à toute une série d'acteurs en cascade qui font que la machine continue d'exister et continue de sécuriser le réseau en fait. Et elle est transmise à des acteurs qui ont accès à de l'énergie à un coût. Oula, désolé. ont accès à de l'énergie qui a un coût qui est proche de zéro, notamment directement les producteurs d'électricité, puis après les États. Donc en fait, la sécurité du réseau Bitcoin est extrêmement stable et est effectivement extrêmement décentralisée, puisque dans les mains de plein d'acteurs qui ont des intérêts contradictoires entre eux. Et ça, je pense qu'il n'y a que Bitcoin qui peut se targuer d'avoir ce niveau de sécurité avec ces différentes couches qui sont empilées par de la dépense énergétique, par du matériel spécialisé, par le fait d'être détenu par des gens qui ont des intérêts contradictoires entre eux, par le fait de ne pas utiliser son token pour être dans la sécurité. Ce n'est pas le token Bitcoin, comme Ethereum par exemple, qui est utilisé comme instrument principal de sa sécurité. Et ça, je trouve que ça donne à Bitcoin une robustesse qu'en fait personne n'a à part ce protocole. Prove me wrong. Convince me yourself.
Ouais, c'est marrant parce que j'ai pas exactement les mêmes avis, même si je te rejoins sur beaucoup de points. Le fait de dire que c'est pas la valeur du Bitcoin ou le token Bitcoin qui, in fine, sécurise le réseau, c'est vrai en première lecture. Je suis pas sûr que ce soit vrai en deuxième lecture parce que si la valeur du Bitcoin s'écroule, les mineurs ils sécuriseront beaucoup moins le réseau parce qu'économiquement ils ils seront moins intéressés au capital, si tu veux. Enfin, ils perdront de l'argent au capital. Donc au final, tu es Les machines, elles, décorrélé. les machines, elles disparaissent pas. Les machines disparaissent pas, mais le coût en électricité de ton minage sera toujours aussi élevé. Donc, si le Bitcoin il divise Waouh. par 4 demain, bah, la sécurité du réseau divisera aussi par 4, globalement, si on simplifie, tu vois, si on prend les ordres de grandeur. Parce que Ouais, je ce pense sera. pas. Ah, si, parce qu'ils vont pas miner à perte, donc ils vont se débrancher. Ouais, mais la difficulté s'ajuste à la baisse et du coup, euh, Bah, la difficulté, ça à la baisse si les mineurs s'en vont. Donc, justement, c'est qu'il y a 4 fois moins de il y aura 4 fois moins de minage. Après, si demain le prix du Et, Bitcoin divise par 4, il y a 4 fois moins de mineurs qui minent en ordre de grandeur. C'est à peu près ça l'idée. et Pour encore une moi. fois, tu dis que les machines ne disparaîtront pas. Sauf qu'en fait, par rapport à 2018, on est passé dans un monde en full ASIC, où en fait les machines que l'on fait ne sont disponibles que pour Bitcoin. Et du coup, si d'un coup Bitcoin perd de la valeur, les machines elles-mêmes perdent de la valeur et les machines au bout d'un moment ne servent plus à rien. Donc je suis d'accord qu'on peut les remettre dans le marché. Mais la réalité, c'est que le marché, il ne sert qu'à Bitcoin. mais justement, Parce c'est qu'on a ça qui est, l'ASIX. et c'est ça qui est intéressant. Enfin, en fait, c'est ce qui au début on peut interpréter comme étant quelque chose de problématique parce qu'on se dit ah mais du coup c'est du matériel spécialisé, etc. En fait, justement, c'est du matériel spécialisé dont le seul usage économique c'est de miner du Bitcoin. Et en fait, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne Sunken nouvelle parce cost que, fallacy, hein. pardon? Sunken cost fallacy. À quel point les gens qui ont acheté des ASICs et qui d'un coup ne sont plus du tout rentables parce que la valeur de Bitcoin, par exemple, a perdu de la valeur ou quoi, se disent bon bah en fait, juste j'ai perdu et je jette mes machines. Enfin, tu vois. Mais en fait, c'est ça Et, l'histoire. C'est ça l'histoire, c'est que ton prix de ta machine, enfin, si tu es un mineur, donc tu es un mineur, tu fais l'achat initial de la machine, ça te coûte ouais. 5 000 balles l'unité. Ensuite, tu vas amortir le prix de ta machine dans ton calcul économique. Mhm. Tu t'es planté, le prix de Bitcoin baisse, les frais de réseau ne sont pas suffisants, etc. Et tu fais faillite. Au moment où tu fais faillite, tu passes la machine à la personne qui est après toi dans le rang de la faillite pour un prix qui en fait est virtuellement zéro. Et s'il n'est pas zéro, c'est un tout petit peu. Donc en fait, le prix suivant, le prix de revient suivant pour l'acteur qui récupère la machine après dans la chaîne, c'est le prix de l'électricité et le prix d'acquisition du matériel, c'est zéro. Et la machine, elle continue d'être là, elle produit le même hash rate. Du point de vue du réseau, le réseau, il s'en fout en fait que le mineur il soit rentable ou pas. S'il n'est pas rentable, il fait faillite et ensuite ça passe au suivant. Et le suivant, c'est en général le mec qui fournit l'électricité. Et une fois que le mec qui fournit l'électricité a fait faillite, alors là, avant que ça arrive, il va se passer un peu de temps. Ensuite, c'est les États qui sont derrière, quoi. Donc, Ouais, mais ça c'est si tu enlèves le prix du coût de la machine, mais même si tu gardes uniquement le prix du coût de l'électricité et qu'on oublie le coût de la machine, Ouais. tu restes très très dépendant du cours du Bitcoin dans tous les cas. C'est même un coût de machine qui vaut zéro, si jamais le prix du Bitcoin divise par 4, par 5, par 10, peu importe, juste pour faire un exercice de pensée, bah, les mineurs ils vont pas miner à perte, donc ils se débrancheront du réseau et donc tu auras un hash rate qui diminuera et une sécurité du réseau qui diminue. Donc au final, le proof of work, j'ai fini par conclure que c'était un peu un proof of stake déguisé. En fait, la sécurité de ton réseau finit quand même par dépendre de la capitalisation totale de Bitcoin. Parce que si la capitalisation de Bitcoin s'écroule, bah, tu auras moins de proof of work qui sécurise ton réseau. C'est pas aussi direct qu'un proof of stake, mais ça reste très lié. C'est une manière de déguiser le proof of stake un petit peu. Alors après, tu as plein d'autres alternatives Ouais, qui sont intéressantes. je suis pas d'accord, je suis pas d'accord avec ça. C'est ok, ça dépend du prix du marché, mais ça dépend en premier lieu combien ça coûte de le miner en fait. C'est le prix de revient qui détermine si ça vaut le coup si ça vaut le coup de miner ou pas. Et ça peut être bon, effectivement, c'est toujours mieux de le revendre moins cher par rapport au prix du marché, mais disons que ces deux métriques qui sont assez différentes l'une de l'autre. Il y C'est a ce un qu'on disait, investissement de départ, enfin, t'as un risque. En fait, c'est pareil, hein. le prix de revient, c'est ton coût d'électricité, si on oublie le coût de la machine, pour simplifier au maximum. Ouais, c'est ça. Donc, de toute façon, l'expérience de pensée, elle est simple. C'est que divise le prix du Bitcoin par 10 mentalement. Est-ce que tu penses qu'on aura autant de hash rate sur non, il le. n'y a pas besoin de faire l'expérience de pensée puisque l'expérience, elle a déjà été faite. Le prix de Bitcoin, il a déjà été divisé par 10. Et le hash rate, il n'a jamais été divisé par 10. Le plus gros drop là, que j'observe rapidement, comme ça en regardant, je n'ai pas fait la recherche avant, mais je regarde rapidement. On passe ici en 2021 de 160 exahash à 80. Quoi.
en gros. La réalité, c'est que là, le Une division price, par enfin, deux. Et il s'est rien passé en fait. Genre, de manière assez spectaculaire, il n'y a pas eu une seule double dépense, la chaîne s'est pas arrêtée, enfin, ça a été un non-événement en fait. en fait, le halving étant un truc prédictible, le Bitcoin est pricé en fonction du halving. Donc dire ça, c'est aussi, dans ma tête, ne pas prendre en compte le marché, mais juste une réalité physique de le code dit que ça va diviser par 2, donc tout le monde le sait, et donc du coup, le Bitcoin est pricé de la bonne manière. En fait, là, le problème qu'on est en train de potentiellement évoquer, c'est si d'un coup Bitcoin commence un petit peu à baisser de valeur parce que baisser dans la confiance des gens, que se passe-t-il pour les machines et que Bah, se je pense que passe-t-il du coup pour le réseau, quoi. c'est ça le sujet, c'est que dans la mesure où en fait, dans l'analyse de savoir si les machines restent sur le réseau ou pas, le coût des machines n'entre pas en compte, le coût des machines n'entre en compte que pour savoir si les mineurs sont rentables. Mais c'est une autre question en fait, c'est une question séparée. La seule chose qui rentre en compte pour savoir si la machine reste sur le réseau ou pas, c'est effectivement le coût de l'électricité. Et historiquement, on a eu des divisions par 10 du prix du Bitcoin. On en a eu, je pense, au moins 2. Pas depuis que le marché est très, entre guillemets, industrialisé. Ouais, mais on a Donc, eu de la division, on a eu de la division. on a la division par 3, mais là, tu as montré que le hash rate, il a divisé par 2. Ouais, et il s'est rien passé. Enfin, je veux dire, Non, si, la sécurité a divisé. Et c'est certes, Ouais. le réseau n'a pas été attaqué pour autant, mais quand un hash rate est divisé par 2, à machine équivalente, la sécurité du réseau a été divisée par 2. Bah, je pense pas qu'on puisse dire un truc comme ça. Enfin, ça me paraît. Si, on peut. Imagine un État qui possède des machines pour faire une attaque avec un hash rate disponible pour ces machines-là. Si le hash rate total du réseau divise par 2, l'État il a 2 fois plus de chances de réussir à attaquer ce réseau, entre guillemets. D'ailleurs, c'est un truc. Et pourquoi je me suis toujours posé cette question, j'ai jamais recherché, alors que ça va me prendre 5 minutes, j'imagine, sur la tête. Pourquoi les constructeurs de cartes graphiques n'investissent pas très très largement dans Bitcoin? Et pourquoi ils ne cassent pas tout le système? D'accord. Enfin, c'est-à-dire, je comprends pas ta question. Je sais pas, les gens qui font des ASICs, pourquoi en fait ils utilisent pas les ASICs pour eux-mêmes? Ah, mais ils utilisent les ex pour eux-mêmes. D'accord, ok, très bien. Non, Non, en mais vrai, je m'en ça bats a compte, déjà, mais- en vrai, ça a déjà existé, Je connais pas Cyril. celle-là. Il y avait, Je pense que le plus gros mensonge, en le plus 2021. gros mensonge de l'industrie du minage, et pour avoir parlé avec quelques mineurs, j'en sais quelque chose, c'est la notion de délai de livraison. Ah, mais oui, oui, on en a parlé. Oui. Les délais de livraison du minage, c'est toujours la grande. Alors, mais il y en a pour 3 mois, il y a beaucoup de demandes. Pendant 3 mois, c'est bien branché en triphasé. C'est ça. Et pour revenir au sujet, en fait, effectivement, il va rien arriver de très grave à Bitcoin, c'est juste que sa sécurité diminue. Donc, si le prix du Bitcoin est divisé par 3, pour moi, le hash rate, en tendance, il va finir par diviser par 3. Alors, le hash rate, les machines vont évoluer, mais à capacité équivalente des machines, le hash rate diviserait par 3. Et juste au réseau, il va bien, hein, c'est juste qu'il est 3 fois moins sécurisé. Après, est-ce que c'est grave ou pas, ça dépend de à quel point il est sécurisé avec une division par 3. Mais ça reste du proof of stake déguisé, c'est ça que je suis en train de te dire, c'est que si le market cap il divise par 3, ta sécurité, un peu comme un proof of stake, elle divise aussi par 3. Non, Ta je pense sécurité, que les mécanismes économiques sont. Enfin, sur Ethereum, si demain je veux sortir d'Ethereum en tant que mineur, ça me prend. Alors, je vais pas regarder la queue là, de sortie, mais je pense qu'au bout d'une semaine, je suis dehors. Au bout d'une semaine, je suis dehors et j'ai récupéré mon capital. Donc, si je veux arbitrer à l'extérieur d'Ethereum, je peux. Si je veux arbitrer à l'extérieur et je dégrade la sécurité du réseau d'Ethereum en faisant ça activement, tu vois, genre je retire de l'Ether, je dump de l'Ether littéralement. Alors que si tu veux le faire sur Bitcoin, en fait le capital, il est stocké ailleurs, il est stocké dans des machines physiques qui ne sont pas le jeton. Tu peux pas vendre tu peux pas détruire plutôt ce qui sécurise le réseau Bitcoin. Alors que sur Ethereum, en fait, potentiellement, tu peux avoir un phénomène auto-entretenu. Tu peux avoir une boucle, tu vois, un peu infernale, où le token se casse la figure, du coup, les gens sortent, du coup, les gens vendent le token. Ce que sur Bitcoin, tu n'as pas, parce qu'en fait, l'outil capitalistique qui est utilisé pour sécuriser le réseau, c'est pas le même que le jeton du réseau. Et ça, je pense que ça crée un écart qui est à mon avis, important dans le fonctionnement.
Bah, autant Jérémy, je suis d'accord avec toi en termes de décentralisation économique, effectivement Bitcoin est plus sécurisé, mais en termes de décentralisation géographique, Ethereum est mieux parce que en soi, si on veut que Bitcoin soit décentralisé, faudrait partir du principe que chaque personne possède une ferme de minage à côté de sa chambre. Mais sauf que c'est absolument pas vrai. Le minage est concentré surtout dans des entreprises, alors que sur Ethereum, avec Ethereum notamment, enfin, mais que ce soit avant ou après le passage en proof of stake, absolument n'importe qui peut faire tourner un nœud chez lui et quand même Ça, c'est bien, ouais. et quand même contribuer au réseau, tu Absolument vois. n'importe qui a 32 Ethers. Excuse-moi, c'est pas tout à fait n'importe qui quand même. 32 Ethers, ça reste beaucoup moins cher qu'une ferme de minage, Jérémy, je suis désolé. Ouais, mais bon, enfin, si Ouais, le but c'est. les 32 c'est du très court terme. Là, on peut déjà le faire avec 8 Ethers sur Rocket Pool. Dans un mois, on peut le faire avec 1 Ether avec Diva. La marge des 32 va disparaître. Ce serait bien, ce La serait bien. tendance à diminuer. Ce qui est sûr, c'est que si l'objectif c'est de vérifier les transactions par soi-même, Bitcoin et Ethereum sont à égalité en fait. N'importe qui peut faire tourner un nœud Bitcoin ou un nœud Ethereum chez lui encore aujourd'hui, hein, sans aucun problème pour les deux. Faire tourner un nœud, oui. Participer au consensus, non. Participer au consensus d'Ethereum est beaucoup plus facile que participer au consensus de Ouais, Bitcoin. mais tu ne me feras pas croire que celui qui participe au consensus avec un Ether, il a le même poids que Vitalik Buterin et c'est je sais pas combien d'Ethers. Il n'a pas le même poids, mais pour être résistant à la censure, ça suffit en fait. Il suffit qu'il y ait 4 à 5% du stake qui soit de tes particuliers qui ne respectent pas l'OFAC. Et il n'y aura pas de censure sur Ethereum. Il suffira juste d'attendre 10 à 20 fois le temps d'un bloc classique pour que ta transaction finisse par passer. C'est-à-dire que tu auras un bloc qui ne sera pas fait une fois toutes les 12 secondes, mais une fois toutes les 120 secondes. Par exemple. Donc tu as besoin d'avoir que 5% de résistance à la censure au final. Donc il suffit qu'il y ait 5-10% de particuliers et ça suffit en termes de résistance. Ouais. Bon, allez, passons au sujet suivant. Juste un truc, parce qu'en fait, on a évoqué que Bitcoin et le titre c'était la décentralisation des blockchains, et du coup, ça me dérange de passer outre. Non, moi j'avais dit revue de lecture de Bitcoin Standard, c'est dans le titre. Vas-y, vas-y. Non, mais vas-y, sinon on laisse un sujet décentralisation pour une prochaine fois et on parle d'admin key la prochaine fois. Allez, let's go. Ah, tu voulais parler des admin keys. Ouais, mais tranquille. Non, mais en vrai, c'est un vrai sujet en plus, les admin keys. Non, je pense qu'on le garde pour après, comme ça, tu vois, on pourra tous se dire que quand même les blockchains qui n'ont pas d'admin key, c'est quand même bien. On en reparlera. Allez, sujet suivant. Donc le sujet suivant, on va vous parler de l'IA et de la musique. Virgile, je crois que tu as regardé un petit peu ce qui était possible de faire avec les nouveaux outils d'IA. Yes, alors alors je vous avoue que j'ai pas eu le temps de creuser le sujet plus que ça, mais il y a quand même certaines tendances qui se sont dégagées depuis ces dernières semaines. En gros, dans le domaine de l'IA, on pense tout le temps, quand on parle d'IA générative, on pense tout le temps à ChatGPT ou à Midjourney pour la génération d'images. Mais après, il y a pas mal de projets qui font qui font des trucs, de la génération de musique. Et parmi eux, il y avait une grosse référence qui a émergé depuis, qui s'appelle Suno.ai, où juste à partir juste à partir de quelques mots ou d'une description, on peut établir des véritables, des véritables musiques en fait. Alors forcément, ça reste un truc qui est très expérimental où finalement c'est assez difficile d'obtenir des résultats qui sont vraiment exploitables. Mais depuis ces dernières semaines, avec l'apparition de la V3 de Suno.ai, eh bien, on commence à voir des trucs, des musiques qui sont générées par IA et qui peuvent quasiment être comparées, à des musiques, telles qu'on en écoute un peu tous les jours. Alors forcément, il y a encore pas mal de points d'amélioration à faire parce que j'imagine que les connaisseurs du monde musical auront un sens du détail suffisamment aiguisé pour se rendre compte qu'il y a encore pas mal de soucis. Mais c'est assez intéressant d'examiner tout ça. On s'écoute un extrait, un petit extrait. J'avoue, moi je l'ai testé directement avec un extrait que je peux présenter de ce que j'ai essayé moi. Ah, vas-y. Tu veux ? Allez, Vas-y, on voit.
Du coup, l'idée de Suno.ai, c'est que on lui donne une description ici. Là, j'ai pris une description un peu basique, psychédélique, new wave song about writing a face melting guitar solo. Je sais pas pourquoi j'ai cliqué 4 fois sur create, donc du coup, ça a bien pris mes crédits. Parce que évidemment, ces trucs-là sont payants dans leur version pro et vous avez un aspect freemium. Et donc, du coup, allez, j'ai choisi le 3e, Solo Shredder. C'est une chanson qui a été créée entièrement par l'IA. Solo Shredder est donc une chanson qui dure environ 1 minute. Hop, je reviens à la base et normalement, avec la carte de son, si tout marche bien, je vais pouvoir faire en sorte que vous puissiez l'entendre. Let's go. Merde. Voilà. Non, j'aimerais bien juste revenir au début. Voilà. On n'a pas de son. On a pas de Vous avez son. pas le son? Je suis tout seul à m'ambiancer? Ouais. Ah, tu quel partages dommage. Tu partages, faut que tu fasses partager avec le son, je crois. Non, j'ai un micro à la con. Là, c'est marrant. Ok, j'essaye dans une seconde. Hop, paramètres, je change mon audio par défaut. Stream, ok, let's go. Et normalement, là, ça devrait marcher. Ça marche? Flying through the cosmos in a sonic explosion through the universe. I orchestrate my devotion. Tuneful. Alors, du coup, fun fact. Donc, le truc a quand même créé plein de trucs. Il a créé l'instru, évidemment. Il a créé des paroles par rapport à ce que je lui ai donné. Et il a réussi à foutre le tout ensemble. C'est-à-dire qu'en un instant, je me suis retrouvé avec une chanson qui était personnalisée par rapport à ce que j'aimerais. Donc, moi, si demain, par exemple, j'aime beaucoup PNL. C'est un groupe controversé, mais j'aime beaucoup PNL. Si on lui donne un truc en mode, je vais le faire ici. Comme ça, on va pouvoir tester. PNL type beat song with cloud rap instru and Pendant que ça génère, pretty donc cool. ça génère Rismous a un écho. Je pense Ouais, que c'est c'est normal que un t'aies un écho, c'est normal. Je l'enlève tout de suite. Hop là. Qu'est-ce que tu penses du coup, Rismous, de cette nouvelle génération de musique par de l'IA en tant qu'artiste, en tant que rappeur? Bah, déjà que j'ai du mal à trouver du taf, là je lâche rien. Damn. Non, je trouve ça vraiment cool parce que je me disais tout à l'heure, il y a plein de projets des fois qui auraient besoin d'une instru, un truc précis et qui n'a pas forcément les moyens. Je pense à des courts-métrages ou des longs-métrages amateurs, etc. Et demander à un vrai compositeur, ça a un prix, et quand on n'en connaît pas, alors, moi ça va, j'en connais, donc on bosse facilement ensemble et pas l'un pour l'autre. Je veux dire, on s'échange des bons, voilà, on fait en sorte que ça coûte peu cher, mais ça peut vite monter cher. Et pour tout ce qui est flexibilité aussi, ça peut être sympa parce que un compositeur reste humain, donc il a un temps de création. On rend, après on dit ouais ça me plaît pas, donc on change, etc. Alors que là on peut avoir une maquette assez précise, un truc cool pour justement que le compositeur soit peut-être plus efficace, autant pour lui que pour la personne qui passe la commande. Donc non, je trouve ça très cool, sachant que ça remplacera jamais un vrai compositeur. Ça va, c'est comme dans le graphisme, je trouve ça plutôt cool. Ok, hyper cool. Ouais, et puis totalement d'accord avec toi, Rismos. C'est que en gros, l'IA peut sortir des morceaux à partir de ce qu'il connaît, mais et puis, d'ailleurs, Cyril vient d'utiliser PNL comme mot-clé, donc c'est dire à quel point ils ont leur propre genre. Mais si PNL n'existait pas, l'IA ne serait pas capable de le reconnaître. Exactement, faut pas oublier que c'est pas de la création originale, c'est de la reproduction et ce n'est que on lui donne des choses et il n'est capable que d'en faire une genre de synthèse par rapport à ce qu'on lui a donné. C'est très bien parce que, comme il a dit Paul-Louis, il y a une rapidité d'exécution qui est quand même assez merveilleuse et au moins on peut avoir assez rapidement par exemple des petits embranchements mentaux qui d'un coup ressortent en quelque chose de concret. Mais en fait, il faut pas oublier aussi que la musique, c'est un ensemble d'emplois et un ensemble de métiers et de savoir-faire. Paul-Louis Rismous est avec nous pour notamment parler de rap, mais en fait, derrière, il y a tout le côté producteur, il y a le côté mastering, il y a plein de choses qui vont avec, sans parler des top liners et ce genre de trucs. Donc voilà, il y a. En fait, la musique, de manière générale, est un ensemble de savoir-faire et ici, c'est juste de la synthèse. Mais il n'empêche que c'est un côté intéressant.
Et on n'en a jamais parlé pour l'instant des applications d'IA générative en dehors ou bien de la science ou bien de l'image. Donc voilà, c'était un peu l'occasion. Et du coup, est-ce que tu as envie de te lancer sur un... je peux déjà Sur un type lancer beat, moi le je te type beat promets rien. PNL. Non, mais Bah, vas-y, attends. Déjà là, vas-y, juste je le lis histoire qu'on puisse voir à quel point ça a réussi à se rapprocher de PNL. Et ensuite, on passe éventuellement au petit freestyle. Hop là. Piece of ease. Lost in my thoughts, the fog's Ça a bugué. Très bien. Ah, on est arrivé à la fin. J'ai dépensé mes crédits. Je vois que t'as acheté un truc instrumental par contre. C'est-à-dire que tu peux mettre que genre, Ouais. sans voix. On t'entend pas beaucoup, j'ai l'impression. Ah. Ouais, Paul, oui, ton micro est bas, mais hop là, Je sais que j'ose pas que ça, pour pas que je ça le lâche monte, trop. t'inquiète. Excusez-moi. Non, J'ai là pas c'est envie bon. de m'imposer. Est-ce que t'es chaud de lancer un truc? Donc là, ici, l'interface que je vous montre, c'est Suno. Suno, donc c'est l'un des outils disponibles. Est-ce que t'as envie de le tester, Paul, oui, avec Stable Audio? Je sais pas si tu as testé. Ouais, là. j'ai fait 2 petits trucs rapides tout à l'heure, mais j'ai vraiment mis 3 mots. Vas-y. Je fais un truc trap et Si t'es chaud. à la Drake. Ouais, alors est-ce qu'on va entendre le son? Ah, ça c'est une autre histoire. Alors, essaye de partager et on verra. C'est-à-dire. Tu cliques sur présenter. c'est ça Ouais. ok. Tac, partager l'écran juste, tout simplement. Ouais, je pense. Faut que je C'est ça, t'as un petit truc à cocher qui est partager l'audio en même temps que l'onglet. En même temps, ouais, attends. faut que tu coches ça. Certains écrans vous permettent de partager l'audio, rechercher les causes. Je suis désolé. Hein. T'inquiète, on t'a pris au dépourvu au fait aujourd'hui. Donc, Je suis complètement pris au dépourvu. Ah, mais tu peux mettre qu'un onglet, nickel, j'ai pas besoin de fermer mes onglets. Ok, très bien. Là, c'est bon, vous Serait voyez un disco truc sur Alira. honte. Genre là. Oui, c'est bon, on voit. Oh, Fiesta. Et genre là, si je mets ça. On entend parfaitement. Pardon, parfait. Alors le truc, c'est que je peux pas régler le son. Ouais, moi je peux le faire. Sur le- Attends. Ok. Non, je peux pas le faire en fait. J'ai cru. Ah, mais, pas ok. mais en fait, non. Et c'est dommage s'ils ont pas de. Tu vois, ça manque sur le site. Il y a pas de moyen de. Ton mixeur sonore Windows? Ouais, il y a que lui quoi. Mais on peut pas le faire directement sur le site. Je trouve ça manque. un Ouais, peu de je suis d'accord. souplesse, C'est fort dommage. Bon, on va mixer. Et du coup, l'ancienne. juste aussi pour raconter quand même quelque chose d'intéressant, Stable Audio, c'est par ceux qui ont fait Stable Diffusion. Et Stable Diffusion, par exemple, ils sont très forts sur tout ce qui est animation, vidéo et ce genre de choses. C'est grâce à eux que notamment sont arrivés les deepfakes et ce genre de trucs. Donc voilà, c'est une très grosse boîte aujourd'hui de l'IA générative et ils essayent de vraiment se diversifier et d'essayer de créer des cas d'usage pour beaucoup de choses. Bref, C'est open excuse-moi. source, en plus, si je dis pas Ouais, de bêtises. tout à fait. En plus. Et le PDG est parti il y a peu pour monter une IA décentralisée d'ailleurs. On en a parlé la semaine dernière. Ah mince. Ok, alors je tente un petit truc, on va voir ce que ça donne. J'ai pas vraiment écouté Vas-y. les instrus encore. Hein. J'ai un truc à la Dr Dre, on va commencer par ça. On va voir ce que ça donne. C'est énervé un peu. C'est à l'ancienne, hein. Ok. Ça fait longtemps que je rêve plus, j'espère que ça reviendra plus âgé. Mon innocence est sur le déclin, je vais peut-être l'acheter en viage. Et mon vieux, j'ai plus le temps pour repousser mon passé, faut que je fasse face. Et savoir m'effacer sans m'affaisser. Pendant 2 ans de silence dans mon coin, j'ai appris des trucs. Mais quand le savoir rentre, devine quoi, ma prose odyssée-trique, c'est-à-dire car par un gras ou morning au saut du lit, je regarde les gens parler, je mange que le soir d'Inovox au graphie, je clean tout, posologie. Exit et l'ex au mille, j'étais l'ex au mille, les erreurs pétries de raison nulle, puis très peu raisonnable. Perdu dans Périgueux même, curiosité régionale à en devenir religieux mec. Chapeau collé sur des années de visitage au collège, c'est solide, tenu à la carte par un citron. Je perce en dernier comme un Sassani, dans ce bureau devenu fan dans les DM, Sassani, prêt à partager mes joies. Maintenant que j'ai compris tout ça, Sassani. Chaud. Ouais. C'est pas mal, hein, franchement, c'est bien fait. Je pense qu'on peut même pousser les structures, etc., demander à avoir un couplet de temps de mesure et tout. C'est pas mal. Ouais, il y a moyen de faire du des prompt minutes, ça bien va. plus travaillé. À générer, ouais, non, c'est cool. C'était trop stylé. Je crois que Donc ça, c'est pas encore sorti, ça sort bientôt.
C'est un futur morceau qui sort avec bien sûr des petits clins d'œil à la crypto. À Alira aussi, quand je dis que ça fait. Pendant 2 ans de silence, j'ai appris des trucs, c'est parce que pendant ce temps-là, j'étais en formation avec mon Cyril bien-aimé, entre autres. Et, pareil, je fais un clin d'œil à Dinovox, je fais un clin d'œil à plein de trucs, plein de projets qui me tiennent à cœur et que je suis avec plaisir. Voilà. Trop sûr. Bon bah comme quoi, vous voyez, ça marche vraiment, hein, cette petite CML audio IA. Ouais, c'est pas mal. Bah, tu vois, même pour s'entraîner ou même pour faire des après-midi freestyle avec des potes, des détails, des trucs comme ça, c'est quelque chose qui posera pas de problème sur le plan de vue légal parce que bah, tu le partages entre personnes où il n'y a pas de bénéfices, donc on s'en fout. Ça peut être cool. Même pour, tu vois, du contenu Insta où le mec il veut faire un freestyle à l'arrache, voilà, c'est pas dérangeant. Et sachant que du coup, pour ceux qui maîtrisent pas forcément ce que c'est que le freestyle, c'est vraiment un truc très courant dans la culture hip-hop, Ouais. de s'entraîner à notamment travailler ou bien son improvisation, ou bien à travailler ses textes sur différentes structures musicales et ce genre de choses. Donc c'est un vrai truc. utile. L'improvisation, c'est un autre level. Ouais. Moi, je Tout l'ai à pas. Mais il y en a des très très chauds. Là, c'est le Red Bull dernier mot. On vous voit. Ils sont forts. Super impressionnant en tout cas, bravo pour la petite impro, stylé. Hein. Avec Franchement, plaisir. Merci beaucoup. Content. Sachant que on fait venir nos invités parfois, la veille quoi. Un grand maxi. Là, y a pas eu de Mais ça va, j'ai eu le préparation. temps de refourguer la petite aux grands-parents, donc c'est bon. J'étais libre. Bah allez, troisième sujet. Allez, allons-y. Sauf si let's on go. avait quelque chose de plus à dire, hein, j'en sais rien, ça se trouve. Non. Ok. Je pense qu'on est bon. Je pense Je qu'on est voudrais bon. juste rappuyer sur le fait que l'IA ne crée pas. Voilà, elle s'inspire, il n'y a rien qui se vient de zéro. Donc il n'y a pas de. Voilà, les gens qui ont peur de se faire remplacer par l'IA sont des gens qui manquent souvent de créativité. Voilà, j'en ai proche de moi et c'est souvent le truc qui ressort. Voilà, je dis Ok. en demi-tac, Et- ça va. Les vrais créatifs n'ont pas peur de se faire remplacer par l'IA. Je pense que Exactement. tu pourras nous faire une petite punchline dans le prochain album. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on souhaite voir ce que tu produis, on peut trouver ça où? Partout sur Spotify, YouTube, Deezer, Tidal. Non, je déconne, personne ne va sur Tidal. Et ça s'appelle donc du coup Rismouz, R-I-S-M-O-U-Z. Je suis aussi sur Instagram si vous voulez voir des stories plus ou moins drôles, ça dépend de votre humour. Voilà. Ok, Je vous y attends. trop bien. Et bah, merci beaucoup en tout cas d'être passé puis de nous avoir fait le petit freestyle. Bah, avec Si plaisir. vous voulez aller merci d'avoir retrouver pensé à moi. Rismos, du coup, bah, donc, YouTube, on vient de vous mettre le lien. Trop bien, merci beaucoup. On parle du halving, Parlons à lui. le retour de Bitcoin. Quel enfer. Ah, quel enfer. On l'aura eu au début et à la fin. Comment attaquer ce sujet du halving? Donc, le halving arrive très bientôt, puisque ce sera dans probablement un peu plus que 24 heures et un peu moins de 48, quoi. Ça va être entre les deux. On doit être à 36 heures, quelque chose comme ça. Je n'ai pas regardé les simulateurs, là, mais on pourrait les afficher. Cyril, tu avais été chercher sur Dune une série de stats par rapport au halving. Alors peut-être qu'on peut redire aussi déjà ce que c'est que le halving, même si je pense que là, les gens qui sont avec nous le savent. Ouais, mais vas-y, ça fait pas de mal. quand même. On peut prendre les questions du chat aussi en parallèle pendant qu'on fait un petit rappel des basics. Donc les basics, c'est quoi? C'est depuis la création de Bitcoin, parmi les récompenses qui sont touchées par les mineurs, on a une récompense qui s'appelle block subsidize, on pourrait traduire par subvention des blocs, quoi, qui sont le fait que des nouveaux bitcoins sont minés à chaque bloc, donc c'est toutes les 10 minutes à peu près. Initialement, c'était 50 et tous les 210 000 blocs, environ tous les 4 ans. On a une division par 2 de cette quantité, donc au début 50, puis 25, puis 12,5. On est actuellement à 625, si je ne dis pas de bêtises, et on va passer à 3, pas beaucoup. Voilà, donc ça, ce sera la prochaine halving, et donc ça participe, enfin c'est un élément qui fait le lien avec ce qu'on disait au début sur la dureté de la monnaie Bitcoin, puisque du coup, évidemment, la quantité de nouveaux Bitcoins créés par rapport aux Bitcoins qui existent déjà diminue avec le temps et devient de plus en plus petite. Donc la monnaie se durcit avec le temps, si j'ose dire.
Euh, Cyril, bah, vas-y, si tu veux nous Non, mais partager. sachant que tout à l'heure, tu montrais le code de Bitcoin, parce que faut pas oublier que tout ça, c'est du code, et c'est réglé par On une peut faire une réalité. petite explication de code Mais allez. si ça vous chauffe. Alors, comment je partage l'écran? Hop. Il est déjà partagé, je crois. Hop, je te scène, tu Non, partager souligné. c'est pas celui-là. D'accord, pardon. Ah voilà, il faut que je fasse partager cet onglet à la place. Voilà, tac. Alors, une petite explication de code. Et vous allez voir que ça tient en un nombre, ça tient en 10 lignes, hein. Donc, c'est une fonction qui s'appelle getBlockSubsidies. Donc c'est récupérer la récompense C'est ça, littéralement. en Qui prend un fonction de integer, la taille. Ouais. c'est-à-dire un entier, qui est le numéro, la hauteur du bloc, block height, C'est le numéro de bloc à peu de choses près. c'est ça. Et une constante, Qui est le type de consensus utilisé. Et donc du coup, en fonction du consensus utilisé, on peut éventuellement faire varier tout ça. Mais exactement. Alors ça, dans le code, ce truc-là, la consensus parm.n, subsidies, etc., c'est en fait défini à 210 000, et donc c'est les 210 000 blocs qui permettent de déterminer l'incrémentation de chaque halving. Et ensuite, dans la fonction, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a un integer, c'est-à-dire un entier, donc un chiffre sans virgule, qui est toujours arrondi en dessous. Donc, 1,8 va s'écrire 1, par exemple, qui compte le nombre de halvings qui ont déjà eu lieu. Donc, on prend la hauteur du bloc, c'est-à-dire le nombre de blocs qui ont déjà été minés, divisé par 210 000. Ensuite, on a une petite fonction qui a été rajoutée, qui n'était pas présent dans les premiers codes de Bitcoin. C'est perçu par certains d'ailleurs comme une erreur, un bug ou un oubli. Mais donc, il y a une fonction qui permet de définir que si on est à plus que 64 halvings, ça retourne 0. Donc, la block subsidies vaut 0. On verra après pourquoi, est-ce qu'en fait, sinon, c'était un petit bug. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la valeur de la block reward en plus, donc du nouveau coin qui est défini comme étant 50 fois coin. Alors, coin, c'est une constante qui permet d'exprimer des bitcoins en Satoshi dans le code de Bitcoin. Donc, en gros, ça va valoir ici la 100 millions. Donc c'est 50 bitcoins, du coup, en gros, c'est il 50 faut comprendre. Exactement. Et ensuite, alors là, c'est la ligne la plus rigolote. On prend cette valeur-là, c'est-à-dire 50 bitcoins, et on fait ce qu'on appelle un shift du nombre de halvings. Alors, un shift, c'est quoi? Un shift, c'est le fait de virer, donc un shift vers la droite, c'est le fait de virer le dernier chiffre d'un numéro binaire, puisqu'en fait, ce chiffre-là, nous, on l'écrit comme étant 50 en décimale, mais en fait, l'ordinateur, il le prend en binaire. Et en fait, quand on shift vers la droite un binaire, donc là, par exemple, je vous ai écrit 50 en binaire, ça s'écrit comme étant 1, 1, 0, 0, 10. Et si on retire le dernier, tchoup, qu'est-ce qu'on obtient? 25, incroyable. On retire encore le dernier, qu'est-ce qu'on obtient? 12, c'est beau. Donc en fait, on fait une division par 2 en faisant un shift vers la droite. C'est fou, ça, voilà. quand même. Ouais, c'est la magie du binaire, vu que c'est des puissances de 2, quand tu décales à droite, tu divises par 2. Exactement. Et en fait, le petit bug, du coup, je reviens à mon histoire de petit bug, c'est que le shift là, si on arrive au bout et qu'on fait un shift, parce qu'en fait, là, je vous l'ai fait en supprimant, mais en fait, ça décale d'un cran. Ça le décale comme si vous aviez un lecteur et ça décale le shift d'un cran. Et donc, quand on a tout décalé et qu'on redécale d'un cran, en fait, on revient au début. On a un overflow. Et du coup, on reviendrait à la fin, dans la version initiale du code, en 2140, au bout du 64e halving, on revenait à une récompense de 50 bitcoins. Ah, ce serait excellent, ce sera une réponse au problème de ce qui a été perçu assez tôt dans la vie de Bitcoin comme étant probablement pas un comportement désirable. Donc c'est pour ça que ces 2 lignes ont été rajoutées qui dit non, s'il y a plus que 64 halvings qui ont eu lieu, le résultat c'est 0 et on s'arrête là. Voilà. Mais du coup, ça me permet de répondre à la question de Oicy44. Qu'est-ce qui se passe du côté des mineurs? Ils doivent changer de machine et reconfigurer. Non, du côté des mineurs, il n'y a rien qui se passe. En fait, comme on peut voir, faut pas oublier, encore une fois, toutes les blockchains tournent sur ce qu'on appelle des clients blockchain. Les clients blockchain, ce sont des logiciels. Les logiciels, ils sont codés d'une certaine manière. Là, on a pu voir le code de Bitcoin. En tout cas, une petite partie en C++ de Bitcoin. Et du coup, ce code-là, juste au fur et à mesure de la vie de Bitcoin, on augmente la height, donc du coup la quantité de blocs qui est fait,
bah, juste la récompense devient de moins en moins grande. Il y a strictement rien à faire du côté des mineurs, et ils doivent rien qu'on reconfigurer, juste le code s'adapte au fur et à mesure du temps. Voilà, c'est tout. Et on appelle ça la Coinbase, très exactement. Les bitcoins qui sont créés à chaque bloc pour être récompensés aux mineurs. La transaction, en tout cas, qui fait ça, c'est la Coinbase. Là, dans le code, il mettait un nom de variable pour le code, mais dans le langage, on appelle ça la Coinbase. On peut peut-être parler des avantages, des inconvénients du halving. Vous avez peut-être d'autres choses à montrer, mais à terme, Alors, on peut ça a des montrer avantages et des inconvénients, donc on peut en parler. ce petit tableau, donc il reste 1 journée et 13 heures et 6 minutes. Vous avez ici, du coup, la quantité de Bitcoin qui va être minée à travers l'histoire, avec ici la block reward. Donc, on en est où? On va être On 1, en est au 2, début. 3, 4. On va passer ici. D'ailleurs, on change de grille. Donc, voilà, on est là, Ah, on est très on ne précisément voit pas ta sur la souris. grille. Ah, ok. Voilà. Ouais, là, on le voit, c'est bon. On est juste là, juste avant ce qui est ici. Et donc, effectivement, on est après, vous avez. On peut peut-être l'envoyer, ce tableau. Ouais, tout à fait, je le fais. Moi, ce Sur que ce j'avais- tableau, ces deux graphiques sont super intéressants à voir. Je suis d'accord, on peut peut-être les commenter 1 minute. Alors, déjà, la première chose, c'est ici, là, sur le tableau de gauche, vous avez la performance relative après chaque halving, donc sur un cycle de 4 ans, donc, globalement. Donc, en orange, vous avez le premier halving, en gris clair, le deuxième, et en gris foncé, le troisième. Donc, ce qu'on voit, c'est que plus le temps passe, et moins Bitcoin part à la hausse après les halvings. Alors, ceux qui sont là depuis longtemps le savaient déjà, mais donc ça permet de mettre les choses en perspective par rapport à la supposée volatilité de l'actif. Et ça, c'est le graphique. Je me suis dit, ça, c'est pour Gaëtan. Ça, c'est le graphique pour Gaëtan. Ça. Sachant que ici les couleurs sont inversées. En orange, c'est le dernier cycle. Là où c'est le premier sur Donc, le premier. en orange, c'est le dernier cycle, et à gauche, vous avez les revenus des mineurs. Parce que Gaëtan, il est souvent inquiet pour les revenus des mineurs. je chambre un peu. Donc là, ce qu'on regarde, c'est qu'en fait, il y a l'inverse qui se passe. C'est que alors que l'appréciation de prix est moins forte, les revenus des mineurs se portent de mieux en mieux après chaque halving. Et en nous précisant qu'évidemment, ça vient à la fois des block rewards et des transaction fees. Donc, pour l'instant, ce qu'on observe suite à ces 3 premiers halvings, c'est que la transition des revenus des mineurs à un modèle qui est basé depuis la block reward est en train de se faire vers un modèle qui est plus basé vers les transaction fees, puisque ça, manifestement, leurs revenus augmentent, alors exprimés en dollars, hein, bien sûr, versus les cycles précédents, quoi. Ouais, il faut pas oublier qu'avec ce graphique, c'est pas le revenu par mineur, c'est le revenu pour l'ensemble des mineurs. Ce qui fait quand même une grosse différence parce que, en fait, dans le temps, on a de plus en plus de mineurs et de plus en plus de gens s'intéressent à la blockchain et à ses usages. Donc voilà, faut quand même avoir conscience de ça. Mais c'est intéressant de voir ça parce que c'est vrai que ça a tendance à tordre un petit peu l'aspect commun que l'on peut avoir de se dire, il y a moins de récompenses pour les mineurs à chaque bloc. Donc du coup, il y aura moins de récompenses au total. Donc c'est assez intéressant. Ouais, mais alors, la différence, c'est qu'il faut pas. C'est un peu comme en investissement, faut pas présager que ce qui s'est passé ces 10 dernières années se passera dans les 10 prochaines. Et jusqu'à présent, effectivement, le prix du Bitcoin a compensé largement la diminution des rewards. Mais ça marchera pas ad vitam aeternam. Je crois qu'on avait montré dans le passé que pour que ça marche, pour que le budget soit identique, il faudrait que le prix du Ça Bitcoin fasse x2 à chaque fois. se démultiplie énormément. Et en fait, tu aurais plus de capitalisation sur le Bitcoin que toute capitalisation qui existe sur Terre. Donc ça marche peut-être pour les 4 prochains halvings, les 3 prochains halvings, je ne sais pas, mais il y a un moment, dans tous les cas, où le budget, les revenus des mineurs ne pourront plus dépendre des blocs reward parce que ce sera trop faible. Peu importe si le Bitcoin fait x2, enfin x1,1, x1,2, il y a un moment où ça pourra plus suffire. Et donc Bitcoin devra dépendre de ces transaction fees pour survivre. Oui, parce que juste là, ça prenait aussi. Donc, deuxième chose que ça ne montre pas non plus, c'est la valorisation du Bitcoin qui n'a fait que d'augmenter dans le temps. En tout cas, au 3e cycle, il est beaucoup plus cher le Bitcoin qu'au premier cycle. Donc voilà, c'est aussi ça qui est à prendre en considération. C'est ça. En fait, l'idée, c'est qu'à prix équivalent, le budget sécurité de Bitcoin est quand même divisé par 2 tous les 4 ans, à prix équivalent. C'est-à-dire que si le prix du Bitcoin ne change pas, alors le budget qu'on donne pour sécuriser le réseau Bitcoin est quand même divisé par 2 tous les 4 ans. Après, évidemment, le prix jusque-là a toujours compensé. Mon chemin de bataille, c'est que ce prix ne pourra pas compenser ad vitam aeternam et donc il faut une autre solution pour revenir récompenser les mineurs. Et à mon sens, Bitcoin a démontré aujourd'hui que les frais de transaction n'étaient pas suffisants s'il n'y avait pas eu d'innovation sur Bitcoin, c'est-à-dire que si Bitcoin restait juste un moyen de paiement peer-to-peer et rien d'autre,
Il y a plein de choses qui sont arrivées ces 2 dernières années qui, heureusement, nous montrent qu'il y a des solutions. Il y a les ordinals, il y a tous les Bitcoin Layer 2 qui sont en train de se développer. Mais c'est un tel mauvais système de paiement que les frais de transaction de ce système de paiement-là pouvaient poser la question de si oui ou non, dans le futur, ça suffirait à payer les mineurs. Le Lightning Network n'était pas une solution viable pour les frais. Donc voilà, ça a toujours été mon inquiétude avec Bitcoin, c'était la rémunération des mineurs sur le long terme. Je ne parle pas des 8 prochaines années, là, je parle horizon 20 ans. Heureusement, il y a des choses qui sont faites. Surtout, il y a des promoteurs, j'appelle ça des promoteurs, mais il y a des membres de la communauté Bitcoin très très actifs qui sont en train d'essayer de faire un peu changer la philosophie de Bitcoin pour s'ouvrir un peu à autre chose, notamment à des Layer 2 ou à des Ordinals, qui permettraient de résoudre ces problèmes de frais de transaction et de donner une autre utilité à Bitcoin. Le contre-argument de ça, que j'aime bien aussi, c'est que Bitcoin, ça a de la valeur parce que ça ne sert à rien d'autre qu'à envoyer des Bitcoins. Un peu comme l'or ne sert à rien d'autre que... avoir une réserve de valeur, c'est intéressant quand ça sert à rien d'autre qu'à être une réserve de valeur. Et donc, si Bitcoin sert à d'autres choses maintenant, à faire tourner des Layer 2 ou à faire des NFT, ça peut avoir un impact sur son rôle de réserve de valeur. Mais pour autant, ça servira à payer les mineurs et donc à sécuriser le réseau. Donc, on est un peu dans une dualité où soit on sera une moins bonne réserve de valeur, mais soit on sécurise un budget pour les mineurs et donc pour la sécurité du réseau. Je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, mais dire que l'avenir de Bitcoin il est certain aujourd'hui, je pense que c'est quand même avoir de la foi, parce qu'on n'en est pas certain. Ouais, on n'est jamais certain de rien dans la vie. En gros, pardon. Je finis par ça. On n'est pas certain de rien, mais moi, mon lingot d'or, je suis certain qu'il sera toujours là. Tu vois, je veux dire, le lingot d'or, une fois qu'il a été extrait, il peut fondre, mais ça reste de l'or qui est fondu, quoi. Il est là. Le Bitcoin, si le réseau est attaqué plus tard, tes Bitcoins, ils vaudront potentiellement rien. C'est ça la différence. Ouais. Gaëtan, c'est un lingot d'or. Non, mais c'est pour faire la différence entre les réserves de valeur. Il y a une réserve de valeur qui, une fois qu'elle est extraite, elle est là. Ouais, je suis d'accord, Bitcoin, c'est un réseau qui doit être maintenu en termes de sécurité de manière perpétuelle. Je voulais répondre un petit peu à la question de Heuristic. C'est dû à quoi ces revenus qui augmentent malgré le halving? Donc on en a parlé, hein, notamment les revenus des mineurs qui augmentent, c'est parce que l'augmentation du Bitcoin et la quantité de transactions globale qui est de plus en plus grande. Et donc du coup, ça pousse aussi à amener une autre question. C'est pourquoi en fait le Bitcoin augmente après un halving? Est-ce que vous avez une réponse à cette question? Ouais, pourquoi le Bitcoin augmente? Je crois que tu parlais pourquoi le revenu. Oui, oui, enfin, L'offre et la demande. en fait, le prix de Bitcoin, il dépend des gens qui veulent en acquérir versus les gens qui veulent en vendre. Dans l'écosystème Bitcoin, les mineurs sont des vendeurs naturels de Bitcoin, puisqu'il faut qu'ils couvrent leurs frais, notamment d'électricité, et que les frais d'électricité sont en général pas payés en Bitcoin, ils sont en général payés en fiat. Et donc, pour avoir de la fiat, ils sont obligés de vendre du Bitcoin. Donc, les mineurs sont des vendeurs naturels de Bitcoin, et ça depuis l'origine. Et les mineurs produisent, après chaque halving, une part relative de plus en plus petite de tous les Bitcoins qui existent. Donc, au tout début de Bitcoin, 100% de la masse monétaire de Bitcoin était celle qui était issue des mineurs, puisqu'il n'y avait pas de Bitcoin préexistant et qu'on a commencé à les miner à partir de zéro. Aujourd'hui, alors je vais faire le calcul, mais je pense qu'il doit rester quelque chose comme 2 ou 3% après ce halving-là, il restera 2 ou 3% de Bitcoin à miner. On est alors on peut faire le calcul, hein, on est à 19 Bitcoins qui ont déjà été minés, on en aura 21, donc il reste 2 millions à miner. Donc, et ils vont être essentiellement minés sur le cycle qui arrive là, le cycle de 4 ans, et le suivant. Après, ce sera vraiment portion qu'on veut. Donc, la part relative, il reste vraiment quasiment pas de Bitcoin à vendre par rapport à la quantité qui existe déjà. Et du coup, c'est ça qui est aussi, en fait. C'est qu'à demande égale, même si la demande ne bouge pas, en fait, la quantité d'offres réduit. Je voulais un petit peu revenir du coup sur les paramètres un petit peu de ces augmentations et tout ça. Si on regarde le passé pour essayer de prédire l'avenir, évidemment, ce n'est pas une science et ce n'est pas quelque chose à faire. Premier halving, on se retrouve au bout de 85 jours à taper l'ATH précédent. Deuxième halving, c'est 230. Troisième halving, c'est 220. Donc du coup, on a l'air d'être aujourd'hui dans une période où au bout de 220 jours après un halving, on arrive sur un nouvel ATH. Donc voilà, c'est intéressant à savoir. Si jamais vous avez envie d'investir maintenant, il va falloir attendre 220 jours pour pouvoir choper un petit peu de bénéfices. On se rend compte que malgré tout, le prix à chaque fois augmente. Là, ici, on est à 1245%. Donc, on a fait quasiment x10. Là, ici, à 4653% et 74 000. Donc,
globalement, le retour sur investissement après halving moyen devient de moins en moins grand. Donc il ne faut pas s'attendre aujourd'hui à devenir milliardaire en Bitcoin si vous en achetez pour $10, quoi. Donc faut aussi avoir conscience de ça. C'est dommage, les soldes, c'était en 2011, quoi. Et voilà, globalement, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Donc voilà, ce retour en investissement qui diminue au fur et à mesure des halvings. Et c'est à peu près tout. Il y a une Ah vraie si, part de c'est quoi la prochaine? Ouais, pardon. Il y a une vraie part de psychologie dans ce nombre de jours aussi qui permet d'atteindre la TH. Ça correspond toujours à la psychologie des marchés et des traders qui font que le prix commence à monter, ce qui attire plus de monde, etc. etc. C'est les trucs classiques que vous avez dû voir avec toutes les courbes des sentiments que sent le trader au fur et à mesure d'un cycle d'investissement. Ces 200 jours, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout. Donc il y a une grosse part de psychologie humaine et de spéculation aussi sur ces prix. C'est pas uniquement l'offre et la demande. L'offre et la demande, ça fait partir le prix en général au début, mais ensuite il y a tout un jeu de spéculation et de psychologie humaine qui crée ces multiples en fait. C'est pas que de l'offre et de la demande évidemment. Bon, allez, Ok, on arrive, c'est quoi les prédictions de prix? Je sais que Jérémy adore faire Oh là ça. là, oh là là. Oh, le sujet glissant. Oh, moi, je pense Euh, que on fera Paul entre- Louis, histoire de pas avoir un professionnel de Alira impliqué là-dedans. Paul Louis, c'est combien que t'imagines? Moi, je pense 150 facile. 150 000, hein, forcément. Ok. Allez, dans mes rêves les plus fous, on tape difficilement le 200 parce qu'il va y avoir des résistances psychologiques, à mon avis. Mais pourquoi Ok. pas. Je crois qu'il y a des gens plus bullish. Ouais, dans je la sais team. qu'il y a Guru Tanuki notamment, il tape à 380 000. Lui, il est très chaud, lui. Mais bon. Hmm. C'est- Moi personnellement, j'avais fait une prédiction sur les réseaux. J'ai pris un peu à chaque bull market, l'ATH a été globalement 3 fois l'ATH précédent. On a eu un multiple de 3 entre les ATH. Du moins sur les 2 derniers cycles avec les plus grosses capitalisations. Ça marche pour Bitcoin, ça marche pour Ethereum. Donc j'avais fait quelque chose entre 180 000 maximum. La différence, c'est que je pense que le halving jouait beaucoup sur l'offre et la demande à l'époque. Maintenant que c'est un actif Ouais, plus ouais. connu, je suis pas sûr que le halving ait tant d'impact que ça. En fait, je pense que la réglementation, les ETF, l'approval, la réglementation a au final peut-être bien plus d'impact que le halving. Et donc, je suis pas vraiment sûr que le bull market ait lieu là dans les 200 jours qui suivent le halving. Peut-être ça aura lieu en 2025, peut-être ça n'aura pas lieu du tout. Je suis vraiment plus certain que ce cycle de 4 ans va continuer à se répéter. Après, je me trompe sans doute, mais voilà, je pense que c'est un peu des vestiges du passé, cet impact du halving, et que ça n'aura plus beaucoup d'impact aujourd'hui. Mais c'est personnel comme. Et 450. Allez, c'est parti. Bon, allez, on va conclure là avant de taper le million dans la prédiction. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi ces chroniques. C'était hyper chouette de faire ça avec vous. Si vous souhaitez vous former à l'IA ou à la blockchain, vous pouvez aller sur alira.fr, prendre un rendez-vous avec un conseiller formation et participer du coup à la grande aventure avec nous. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi ces chroniques et merci à Allez-y, nos c'est chroniqueurs cool, d'y avoir créé. Alira, c'est comme ça. Merci. N'hésitez pas à aller écouter la musique de Paul Louis et à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao. Salut. Bonne journée. Life is just